Merci de nous rejoindre pour cette série de webinaires proposés par 1 kilomètre à pied depuis quelques semaines. Et aujourd'hui, on a un invité spécial, Marc de Help You, pour parler justement des salariés aidants et en quoi on peut améliorer leur qualité de vie et conditions de travail grâce notamment aux mobilités internes géographiques qui vont leur faire gagner du temps précieux. Et Marc, je te passe la balle directement. Hop, et j'affiche tes slides. Eh bien, bonjour Laure, bonjour à tous et merci beaucoup déjà pour cette invitation. J'avoue que je saisis toujours l'occasion quand je peux un petit peu porter la cause des aidants et plus particulièrement des salariés aidants. Donc pour la petite histoire, donc moi je m'appelle Marc Hyper, j'ai 38 ans et donc je suis un des 4 cofondateurs donc, de la solution Help You à destination des salariés aidants et des aidants, on va le voir. Pour un petit peu de contexte, j'ai un parcours professionnel qui s'est situé, alors pas du tout dans le monde de l'aidance, puisque j'ai bossé pendant une quinzaine d'années pour des institutions financières sur des fonctions d'audit de conseil et je me suis occupé de l'innovation pour une néobanque qui s'appelle Ma French Bank, qui est une filiale de la Banque Postale, avant de quitter tout ça en 2022 pour créer Help You. En fait, j'avais l'intention de créer Help You pour une raison personnelle, parce que j'ai vu en fait mes grands-parents vieillir il y a 93-94 ans, être encore à domicile. Et mon papa, qui est fils unique, qui était lui encore en activité professionnelle et qui devait gérer le maintien à domicile de ses parents, 93-94 ans. Et en fait, j'ai voulu attaquer ce sujet-là parce qu'on s'est dit que les aidants étaient un petit peu le parent pauvre de la santé. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va revenir un petit peu sur qui ils sont, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et effectivement, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire pour accompagner leurs salariés sur toutes les problématiques d'aidance, qu'ils soient déjà aidants ou qu'ils le soient un jour dans le futur. Alors, aujourd'hui, quand on parle d'aidants, en fait, on reste à une population qui est invisible. C'est une population qui est silencieuse et malheureusement en souffrance. On parle de 11 millions de personnes. Alors, le chiffre, il fait un peu peur. 11 millions de personnes, c'est suivant la définition qui a été posée en 2015, qui dit qu'un aidant, est une personne qui s'occupe à titre gracieux d'un proche de manière régulière sur différents actes de sa vie personnelle. Ces 11 millions de personnes en France, en fait, s'occupent d'un proche en perte d'autonomie, que ce soit à cause du grand âge, de la maladie ou du handicap. Quand on rentre un peu dans le détail de ce chiffre-là, on a la moitié qui s'occupe d'un parent vieillissant et l'autre moitié se divise entre handicap et maladie. Donc, on représente vraiment toute la population. La moyenne d'âge d'entrée dans les danses, aujourd'hui, elle est à 36 ans. Donc, on n'est pas seulement des personnes âgées. Souvent, dans le collectif, dans l'action collective, on pense qu'un aidant est une personne âgée qui s'occupe de notre personne âgée. Non, c'est le cas. Ça va de 8 à 90 ans. C'est monsieur, madame, tout le monde. Il n'y a pas de classe sociale surreprésentée. Le seul axe qu'on peut dire, c'est qu'il y a une surreprésentation des femmes. Il y a plus de femmes aidantes que d'hommes. Cette population est malheureusement en croissance avec le vieillissement de notre population en France et le choc qu'on va avoir en 2030. On estime qu'en 2030, un Français sur 5 sera aidant. Et les statistiques, elles ne sont pas forcément très chouettes puisque ils déclarent tous tension, stress, fatigue, solitude, isolement, début de maladie chronique. Enfin bref, j'en passe des meilleurs. Et cette population-là a vraiment besoin d'accompagnement. Les raisons qu'on met, nous, derrière ce constat-là, qui est un petit peu difficile, elles sont triples. En fait, en France, quand on devient aidant, ce qui est déjà un sujet, puisque la moitié d'entre eux ne sont pas conscients d'être aidants, en fait, on se retrouve un petit peu seul et parachuté dans le grand vide. C'est-à-dire qu'on est multi-interlocuteur, il n'y a pas de guichet unique de l'aidance en France, on s'adresse à qui on peut, on cherche de l'aide, l'assistante sociale, la CAF, la Sécu, la mutuelle, la ville, la région, enfin bref, on en a dans tous les sens. Et passez-moi l'expression, mais c'est un petit peu le bazar. En France, pas de guichet unique de l'aidance, et même pas de parcours d'aidance. C'est-à-dire qu'on n'est pas accompagné dans un parcours qui est suivi et qui nous permette d'avoir des réponses et des fonctionnalités, des choses qui correspondent non seulement à notre situation d'aidance et à notre niveau d'avancement dans le parcours. Parce que quand on commence à s'occuper de quelqu'un, on a les mêmes besoins que quand ça fait 15 ans qu'on lui apporte du soutien. La deuxième raison, c'est qu'en France, aujourd'hui, on a assez peu de reconnaissance de ce statut. Je disais tout à l'heure, il y a une première définition qui a été posée en 2015, mais ça s'arrête là. On n'a pas vraiment beaucoup de droits associés. Je tire un trait qui est assez noir, mais il faut quand même retenir qu'on est sur une pente positive. C'est-à-dire que le sujet est pris à un niveau étatique et les choses avancent, elles ont ce lancement, mais elles avancent quand même. Et enfin, quand on est aidant, on est évidemment sur un sujet qui est clairement tabou, intime, personnel, qu'on n'a pas envie d'étaler sur la sphère publique et on reste en général très silencieux sur cette problématique-là. Nous, les quatre associés d'Help You,
aucun de nous n'est aidant à titre direct. Donc, on a abordé le sujet avec beaucoup d'humilité et on a interrogé des dizaines et des dizaines d'aidants pour comprendre quels étaient vraiment leurs quotidiens respectifs, comment est-ce que ça se passe vraiment, quels étaient leurs besoins en fonction de leur situation, de l'avancement dans ce parcours, etc., etc. In fine, on se retrouve avec des besoins qui se déclinent sur 4 axes. C'est les 4 axes que vous avez à droite. Et ces 4 axes arrivent même la plupart du temps de manière chronologique. Le premier besoin, c'est vraiment un besoin d'information. Comment je m'informe sur la pathologie de mon proche, sur sa perte d'autonomie, comment je m'informe sur les aides auxquelles moi je peux avoir droit et le soutien auquel moi je peux avoir droit en tant qu'aidant, comment je me forme aussi à la compagnie. Arrive très rapidement derrière le besoin d'organisation. Parce que quand on devient aidant, en fait, on ajoute une vie à ses propres vies. 70% des aidants sont en activité. Donc, ils ont une vie professionnelle, ils ont une vie familiale, et donc quand on devient aidant, on rajoute une vie à ses autres vies. Donc, comment est-ce que j'organise toutes ces vies entre elles? Ensuite arrive le besoin de répit. On est face à une population qui s'oublie, qui ne prend soin d'elle. Donc, comment je fais pour retrouver du temps de qualité pour prendre soin de moi? Et enfin, le besoin social, parce qu'on est face à une population qui s'isole socialement et qui développe un fort sentiment de solitude. Il y a un dénominateur commun à tous ces besoins, c'est la notion de temps. J'ai pas le temps de m'informer, de trouver la bonne info, le bon contenu. J'ai plus de temps entre mes multiples vies, je n'ai plus de temps pour moi et je n'ai plus de temps pour avoir des relations sociales. Donc pour nous, le temps est vraiment la plus grande des valeurs des aidants. Donc comment est-ce qu'on redonne aux aidants le pouvoir sur leur temps? Une fois qu'on a dit ça, on s'est dit: «OK, comment est-ce qu'on peut adresser un maximum d'aidants et toucher le plus de monde possible?» Parce qu'on poursuit avant tout avec Helpio un but d'utilité sociale. On a regardé en gros qui adressait des aidants au quotidien, comment est-ce qu'on pouvait toucher le maximum d'aidants. Et vous avez différents acteurs qui touchent des aidants au quotidien, qui les côtoient. Vous avez le monde de la santé, les médecins, les pharmaciens, les hôpitaux, qui côtoient des aidants tous les jours. Vous avez le monde des associations, le monde parapublic, qui œuvre de manière forte et pertinente pour les aidants au quotidien. Des dizaines et des centaines d'associations qui existent en France. Vous avez tout le monde des mutuelles, des caisses de retraite, des assurances. Et vous avez aussi le monde de tout ce qui est EHPAD, résidence senior et toutes ces choses-là. Et au milieu de tout ça, il y a un truc qui s'appelle les entreprises. Donc nous, on a décidé d'adresser les entreprises pour la simple et bonne raison qu'en fait, aujourd'hui en France, la moitié des aidants sont salariés d'une entreprise. Dans une entreprise, ça représente 20% des salariés. Alors, je sais qu'il y a des questions qui se posent en général en disant 20%, ça paraît énorme, mais vraiment, est-ce que c'est 20% de personnes qui ont besoin d'aide? C'est 20% d'aidants au titre de la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, à savoir, j'apporte une aide à titre gracieux à un de mes proches qui en a besoin et qui est en perte d'autonomie. Donc là-dedans, on ne va pas dire qu'il y a 20% des salariés qui sont en souffrance la plus totale. Par contre, vous pouvez considérer que la moitié de ces pourcents, oui, a clairement besoin d'accompagnement. Et en plus de cela, on est sur une population qui est tournante, c'est-à-dire qu'on n'est pas aidant toute sa vie. Et on sait aujourd'hui, statistiquement, que quand vous prenez une entreprise, 40% des salariés instantés sont soit aidants, soit elles seront dans les 10 ans. Donc c'est un vrai mur que les entreprises, elles ont face à elles. Donc il y a un vrai enjeu à les accompagner. Et pourtant, il y a un vrai paradoxe. C'est-à-dire que quand vous interrogez les aidants, les salariés qui sont en situation d'aidance, 98% d'entre eux vous disent qu'ils sont en attente que leur employeur mette en place des dispositifs qui leur permettent d'aligner leur vie pro et leur vie perso. Et paradoxalement, il n'y a qu'un salarié aidant sur 4 aujourd'hui qui ose en parler à son employeur. Donc Harper, et le sujet principal, c'est qu'il y a une peur de la discrimination. Si je parle de ma vie personnelle et des besoins de flexibilité, de temps, etc., que je vais avoir, on va me mettre au placard, ma carrière professionnelle va en prendre un coup, donc je préfère ne pas en parler. Donc on est vraiment sur un sujet humain de donner confiance aux salariés en situation d'aidance pour qu'ils se déclarent à leur employeur, parce que l'employeur a également des enjeux à les accompagner, et c'est ce qu'on voit maintenant sur la droite. En fait, pourquoi l'employeur a tout intérêt à mettre en place une somme de dispositifs? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'en fait, les aidants, c'est des enjeux d'absentéisme. Un salarié aidant, c'est 16 jours de maladie en plus qu'un salarié classique par an. C'est des enjeux de fidélisation. On sait qu'un salarié aidant sur 3 va finir par passer à temps partiel, voire démissionner. Et c'est des enjeux de productivité, puisqu'il y a les premiers chiffres qui ont été évoqués par Nathalie Chussot lors de la Journée nationale des aidants 2023, qui estime entre 27 et 31 milliards d'euros le coût de l'aidance en entreprise par an, ce qui revient à peu près entre 5 et 9 000 euros par salarié aidant par an. Donc un vrai enjeu à accompagner cette population-là, avec l'argument encore en plus, qui est que quand on est aidant, on développe une quantité de soft skills dont on n'est même pas conscient et qui peuvent être clairement bénéfiques pour l'employeur. Donc face à ça, en fait, on a décidé chez Helpio de mettre une solution, une offre qui est à la fois digitale et humaine. C'est-à-dire qu'on va apporter une solution clé en main sous la forme d'une plateforme web et app qui va répondre à la fois aux enjeux de l'entreprise et aux besoins des aidants. Donc côté de l'entreprise, on va venir répondre à ces enjeux dont on parlait tout à l'heure, à savoir l'absentéisme, la fidélisation et la productivité.
On est intimement convaincu que le digital ne sera jamais une finalité sur un sujet qui est profondément humain. En revanche, c'est un moyen génial de redonner aux aidants le pouvoir sur leur temps. Parce que grâce au digital, on va être capable de personnaliser les choses et de faire entrer les aidants justement dans ce fameux parcours. Si on rentre un petit peu plus dans le concret de ce qu'on propose chez Help You pour les entreprises, c'est que pour le rôle de l'entreprise, on va venir externaliser finalement son processus d'identification, de certification le cas échéant et de suivi de sa population de salariés aidants. On va venir jouer ce rôle de tiers de confiance. Ça veut dire que sur tout un premier niveau de services digitaux, on va garantir l'anonymat du salarié vis-à-vis de son employeur. Et nous, notre enjeu chez Help You, c'est de lui donner confiance pour qu'il se déclare auprès de son employeur, en lui expliquant que si son employeur a mis en place cette solution, c'est pas dans un but de le discriminer et de le pointer du doigt, mais c'est bien parce qu'il a aussi un intérêt à ce que lui arrive à allier sa vie pro et sa vie perso, et surtout à être maintenu dans l'emploi. Notre enjeu pour l'entreprise, c'est vraiment de lui fournir un outil de pilotage de toute sa population salariée sur les problématiques d'aidance et être capable de lui dire, ben voilà, vous avez telle part de votre population qui n'est pas encore concernée par le sujet, telle part de cette population qui va l'être dans les années à venir, telle part de votre population qui est là et dans le dur et elle a besoin d'accompagnement, et après, telle part de la population qui est dans les phases suivantes du parcours de l'aidance. Du côté du salarié aidant, en fait, il va avoir accès à une plateforme qui est à la fois web et app, et sur la base des informations qui nous renseignent lors de son inscription, nous, on fait infuser cette data-là dans toutes les fonctionnalités, produits, services qu'on va venir lui proposer pour qu'on lui propose des choses qui correspondent non seulement à sa situation d'aidant, parce que quand je m'occupe de mon gamin qui a un trouble autistique, je n'ai pas les mêmes besoins que quand je m'occupe de mon parent vieillissant, et aussi en fonction de son niveau d'avancement dans le parcours. Je disais tout à l'heure, quand je découvre la perte d'autonomie de mon proche, j'ai d'autres besoins que quand ça fait 15 ans que je suis en train de l'accompagner. Concrètement, ça ressemble à quoi? L'application, elle est téléchargeable, le site web, il est également accessible, hein, vous pouvez aller voir. Ça ressemble à une plateforme dans laquelle vous allez retrouver des univers que nous, on a appelés communauté lien social, dans lequel vous allez pouvoir entrer en relation avec d'autres aidants qui vivent des problématiques similaires ou en tout cas poser des questions à la communauté. Un univers d'information sous la base d'un assistant digital et en intelligence artificielle générative qui va venir répondre de manière qualifiée en fonction de votre situation et de votre niveau d'avancement. Une fonctionnalité écosystème local pour vous montrer que vous n'êtes pas seul et qu'autour de vous, géographiquement proche, il y a déjà une somme de dispositifs publics, parapublics, associatifs, plateformes de répit, Click, CCAS, Pôle Info Senior, PMI, etc., qui œuvrent au quotidien pour vous et qui peuvent vous accompagner dans votre quotidien. Spécifiquement pour les entreprises derrière, on a un endroit où on va venir recenser l'intégralité des dispositifs auxquels le salarié peut avoir accès par rapport à ses problématiques d'aidance. Que ce soit des dispositifs légaux, congé de proche aidant, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, etc. Que ce soit des dispositifs qui arrivent par la mutuelle d'entreprise, parce qu'il y a souvent des choses qui sont méconnues, mais pourtant qui existent grâce à l'assurance santé collective et mutuelle d'entreprise, ou que ce soit des choses que l'employeur a bien voulu mettre en place pour faciliter la vie de ses salariés dans cette situation-là. CESU complémentaire, RTT, etc. On y reviendra juste derrière. Et évidemment, puisqu'on voit une boîte qui est jeune, hein, on a moins de 2 ans aujourd'hui, on est dans une phase de développement assez intense de fonctionnalités pour ouvrir toujours de plus en plus de besoins de la part du salarié aidant. Donc les fonctionnalités futures tourneront autour du parcours de santé de l'aidant, de la santé mentale, puisqu'on estime qu'il y a un gros déficit de ce côté-là, les aidants s'oubliant fortement. Un point qui est hyper important, c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure, on poursuit un but d'utilité sociale. Ça veut dire qu'on n'a pas envie de laisser sur le côté les 5 à 6 millions d'aidants qui ne sont pas salariés d'une entreprise. Et donc, on ouvre gratuitement les 3 premiers univers à n'importe quel aidant en France. L'avantage aussi de ce côté-là, au-delà de toucher tous les aidants en France, c'est que ça permet aux salariés d'une entreprise de ne pas être laissés en vase clos. Ça veut dire que quand on déploie LPU chez un de nos clients, les salariés de l'entreprise ont accès non seulement à la communauté des salariés inscrits sur LPU de l'entreprise, mais également aux autres communautés. Et on décloisonne en fait les choses. Il y a une vraie volonté d'appartenir à une communauté, surtout quand on sait que tous les aidants vous disent, tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Voilà, donc vous l'avez compris, on est en train de construire ce guichet unique de l'aidance avec une approche digitale centrée sur la data qui permet d'apporter des solutions qui sont à la fois adaptées à la situation de l'aidant et de son niveau d'avancement dans le parcours. Quelques, on va dire, screenshots pour vous montrer à quoi ressemble aujourd'hui la plateforme, hein, que ce soit sur la partie app et sur la partie web. Cette plateforme, elle est accessible soit en téléchargeant l'application sur Google Play Store ou sur l'App Store, ou directement sur Internet, sur www.lpu.com, pour pouvoir aller la tester dans un mode grand public. Si jamais il y en a parmi vous qui veulent la tester,
qui ne sont pas aidants, avec plaisir pour s'inscrire. Faites-nous juste un petit coucou pour nous dire que vous n'êtes pas un profil réel et que vous êtes là pour une solution, pour une question de test. Et du côté de l'employeur, on lui met à disposition un tableau de bord de pilotage qui lui permet justement d'avoir des KPI sur cette population de salariés aidants, ceux qu'il connaît, ceux qu'il ne connaît pas, puisqu'on garantit cet anonymat, et d'avoir aussi quelques fonctionnalités qui lui sont propres. Concrètement, en fait, que peuvent faire les employeurs aujourd'hui? Il y a énormément de choses qui existent dans l'écosystème de l'aidance. Certaines sont à valeur, mais qu'est-ce que concrètement un employeur peut faire? Il faut faire attention de ne pas tomber dans de ce que moi j'appelle le social washing en disant: «Bon, c'est bon, j'ai coché, j'ai pris un service de care management, c'est bon, j'ai coché ma stratégie RH spécifique pour les aidants». Non, on est vraiment dans un sujet de temps long où l'enjeu est de donner confiance à ses salariés en lui disant: «Si je mets ça en place, c'est que moi aussi, en tant qu'employeur, j'ai intérêt à ce que tu sois maintenu dans l'emploi et que tu sois le plus efficient possible pour, notre société». Donc ça nécessite d'avoir une stratégie RH qui soit pas générique, mais qui soit adaptée à la culture de l'entreprise. Et ça nécessite de faire intervenir les salariés dans la définition de cette stratégie. C'est ce qu'on fait, hein, avec nos clients aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on définit avec eux quelle est la stratégie qui leur correspond le plus pour personnaliser la façon qu'on va avoir de déployer, notre solution chez eux, pour leur donner confiance et qu'il y ait le maximum de gens qui s'inscrivent dessus et qui l'utilisent. On n'est pas sur un logiciel, sur des choses qu'on dépose et on s'en va. Non, il faut vraiment, c'est du temps long, on donne confiance, on adapte à la culture et ensuite on rentre dans le concret en fonction des besoins de ses propres salariés. Et les besoins peuvent varier en fonction du secteur d'activité. On n'a pas les mêmes besoins quand on bosse dans le BTP que quand on bosse dans un bureau à la Défense en tant que cadre. Le deuxième point qu'on peut leur offrir, et le premier qui est en général offert, c'est leur offrir de la flexibilité. La flexibilité sur leur temps de travail, de la flexibilité sur leurs déplacements, de la flexibilité sur le télétravail, toujours dans un objectif de gagner du temps. C'est vraiment la première chose que demandent en général les salariés en situation d'aidance pour pouvoir aligner leur vie personnelle et leur vie professionnelle. On peut ensuite leur offrir des avantages salariés. Ça va du CESU complémentaire, au RTT en plus pour accompagner son proche, à des offres qui sont privilégiées avec des partenaires qui vont leur permettre de faire de l'accueil de jour, du répit ou des choses. Enfin, il y a plein de choses qui sont faisables. Mais la valeur principale, et il ne faut jamais l'oublier, de l'argent évidemment, c'est la notion de temps. Comment est-ce que je redonne du temps et que je leur offre du temps au maximum à l'intégralité de mes employés pour qu'ils puissent aligner leur vie pro et leur vie perso? Et c'est dans ce cadre-là qu'un des outils, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et que je pense qu'il y a énormément de valeur, c'est vraiment la solution qui est développée par 1 kilomètre à pied, mais je ne vais pas en dire plus parce que je pense que Laure va prendre la suite pour vous raconter un petit peu comment est-ce qu'elle peut faire ça et offrir du temps à l'intégralité de ses salariés en situation d'aidance. Laure, on ne t'entend pas. Et voilà, ça y est. Est-ce que vous voyez bien mon slide? Oui, je crois. Hop, du coup, Marc, je te décoche. Hop. Merci pour cet exposé et effectivement, quand on prend conscience de ces chiffres, on a envie de trouver comment leur libérer du temps et c'est parti, je vais vous expliquer comment nous, on réduit les trajets domicile-travail pour passer de cette situation, avant dans le gris avec des trajets, domicile-travail inutilement longs à une situation plus optimisée. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans la mobilité durable, avec un passage au ministère, des transports écologiques, 11 ans chez BlaBlaCar et donc j'ai fondé ce logiciel 1 kilomètre à pied en 2020. Quelques chiffres clés sur les trajets domicile-travail avant de commencer. Dans les années 60, le trajet domicile-travail était de 3 petits kilomètres à l'aller. Il est maintenant de 13,3 kilomètres à l'aller parce que, la voiture s'est démocratisée, on pouvait aller plus loin, dans un même temps, donné. Et donc, sauf qu'avec les embouteillages, après, finalement, le temps s'est allongé. Donc aujourd'hui, les salariés, veulent travailler plus près de chez eux. Il y a une envie de retour en arrière un peu. 69 des Français sont prêts à quitter leur job pour en trouver un plus proche de chez eux et 60 des Français sont même prêts à baisser leur salaire pour travailler à moins de 20 minutes de chez eux. Preuve que la valeur temps, est vraiment sur le haut de la pile. Il y a d'autres nécessités de réduire les trajets, et c'est pour ça qu'on s'est lancé avec 1 kilomètre à pied sur cette activité. C'est qu'il y a de l'inflation et du stress financier pour les salariés et donc en réduisant les trajets, on réduit les coûts aussi. L'absentéisme est en hausse et il y a une corrélation avec, la pénibilité du trajet.
le phénomène de big quit, donc de turnover, hein, chez certains de nos clients, on est sur 30% de turnover. Vous imaginez un tiers de l'entreprise qui se renouvelle chaque année. Urgence à réduire les émissions de CO2 pour la crise climatique, évidemment. Anticiper les zones à faible émission, rendre les trajets cyclables, parce que la France a un objectif de 9% de cyclistes, et puis contraction de l'offre de pétrole qui, du coup, entraîne de l'augmentation du prix du pétrole et inflation générale. Donc, pour toutes ces raisons, dans ces moments-là de triple crise sociale, écologique, économique, eh bien, il est bon de réduire en fait des gaspillages et faire ces trajets domicile-travail longs et seuls aussi, souvent, c'est une forme de gaspillage qu'on peut essayer de réduire. Alors, Marc a évoqué dans les solutions proposées par les employeurs le fait d'augmenter le télétravail. Il faut bien avoir en tête que la majorité de nos concitoyens et 74% des actifs français sont en réalité des employés de terrain qui ne peuvent pas télétravailler. Et c'est pour cette raison que pour une certaine équité dans les entreprises, nous, on a souhaité voir comment réduire à la source la distance qu'ils ont à parcourir pour que eux aussi puissent faire des économies de temps et d'argent sur leur trajet domicile-travail. Ces employés de terrain, ils travaillent majoritairement pour des employeurs multisites, donc j'ai mis quelques-uns de nos clients là dans l'encadré, mais ça n'est que le début. Il y a 12 000 employeurs multisites publics et privés en France, et donc dans toutes ces entreprises-là, dont vous voyez les logos, il y a plusieurs sites et potentiellement les salariés qui n'ont pas été embauchés sur le site le plus près de chez eux, avec la possibilité d'être mutés sur un site plus proche de chez eux. Le chiffre était inexistant avant qu'on se lance et on est les premiers en France et au monde a priori à avoir mesuré ce phénomène. C'est que 62% des salariés de nos clients multisites ont effectivement un établissement, un site de leur propre employeur plus près de chez eux. Nous sommes les premiers à le mesurer et donc c'est assez à la fois inquiétant mais porteur d'espoir puisque ça veut dire qu'il y a énormément d'optimisation possible. Et donc, le gain pour ces 62%, vous pourriez me dire: «Oui, mais si c'est pour gagner 3 minutes, ça ne vaut pas le coup». En réalité, les 62% pourraient gagner 10,2 kilomètres matin et soir, donc 20 kilomètres par jour, 4 500 kilomètres par an, pour passer d'une situation fatigante, coûteuse, à une situation beaucoup plus satisfaisante et où on fait des économies, de temps et d'argent. Évidemment, sur les 62% de salariés, les entreprises priorisent et ils ont priorisé, donc les employeurs avec qui on travaille, ceux qui avaient les trajets les plus distants. Donc par rapport à tout ça, ils ont pris ceux qui avaient les trajets vraiment les plus pénibles. Donc au final, ceux qui ont déjà été réaffectés, ils ont gagné 26 kilomètres matin et soir. Ils ont gagné 25 minutes matin et soir, donc 50 minutes par jour, hein, quand Marc parlait de besoin de temps, et bah, typiquement, voilà, pour des personnes qui n'arrêtent pas de courir, à droite, à gauche, devoir enchaîner, passer, voir le matin, retourner voir le soir, c'est du temps précieux, libéré. Et puis, 1 300 € d'essence économisée par an, ce qui est l'équivalent d'un 13e mois, hein, quasiment, et pas seulement sur 1 an, parce que la personne réaffectée plus près de chez elle va, du coup, faire des économies sur les années qui viennent, et donc ça se chiffre à 6 500 € sur 5 ans, 13 000 sur 10 ans. Et sans compter qu'avec l'augmentation du prix de l'essence, ça peut faire plus. Quand on voit que 62% des salariés pourraient être mutés plus près de chez eux, la question légitime pour les employeurs avec qui on travaille, c'est, et nos demandes, mais par qui commencer? Quelle est la stratégie? Que nous recommandez-vous? Et donc, c'est comme ça que, je suis arrivée sur le sujet des aidants. C'est que, effectivement, ça représenter des milliers de personnes, avec un trajet, plus court, potentiellement. Donc nous, on leur recommande justement de commencer par les personnes les plus, fragiles, qui ont besoin, de temps et de journées peut-être moins fatigantes. Donc, en priorité, les aidants, les salariés RQTH. Pourquoi pas les salariés en retour de congé, mat, pat, les retours de maladies longues, les salariés seniors aussi qui, eux aussi finalement, même si eux sont en pleine santé, on compte sur eux, leurs enfants comptent sur eux pour, s'occuper un peu plus des petits-enfants, donc ils essayent aussi de jongler et d'aider. Et puis les parents solos, hein, et notamment, les mamans solos qui représentent la majorité des familles monoparentales, qui du coup doivent à la fois être à l'école le matin et le soir et faire les courses et tout faire. Il y a moins de partage des tâches, et donc le temps est précieux également. Il peut y avoir évidemment d'autres politiques, mais quand on voit les chiffres que Marc a présentés sur
le nombre d'aidants parmi les salariés, effectivement, ça paraît être une bonne idée de les aider de cette manière. Alors, pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation non optimisée de trajets trop longs? Pourquoi est-ce que, finalement l'entreprise n'a pas pris, l'initiative d'optimiser ces trajets et pourquoi les salariés ne sont pas plus, demandeurs, et organisent finalement, leur vie professionnelle autour aussi de la géographie? On va voir ça. Donc déjà, potentiellement, le trajet au départ, quand ils ont été embauchés, était peut-être, court, mais il faut avoir en tête que 10 de la population française déménage chaque année. Ça représente 6,8 millions de Français, donc potentiellement, parmi vos salariés, vous pouvez vous dire: «Bah là, si je les regarde, 10 d'entre eux vont déménager cette année». Hem et donc, bah, voilà, c'est au fil de la vie, hein, on se met en couple, on déménage, on se sépare, on déménage, un enfant, on déménage, et voilà, donc il y a vraiment, les faits de la vie qui font que, on déménage et on déménage pas, à l'autre bout de la France, on déménage dans le même bassin d'emploi, mais on change de commune. 7 fois sur 10, les gens changent de commune et donc potentiellement, si vous êtes un employeur multisite, ça peut valoir le coup de proposer, une mutation d'un magasin à l'autre, d'une agence à l'autre, d'un hôpital à l'autre, pour suivre la vie du salarié. Pourquoi est-ce que les employeurs, n'optimisaient pas spontanément les trajets? Tout simplement parce que les trajets domicile-travail ne font pas partie, de l'entreprise, en fait. Le temps de trajet, que le salarié mette 5 minutes ou 50 minutes, ça ne regarde pas l'employeur ne paye pas ce temps-là. De la même manière pour le coût, que le salarié ait un coût de 5 € par mois, 50 € par mois, 100 € par mois, ça ne regarde pas l'employeur puisque le salarié se débrouille. Alors, sauf si c'est dans les régions où il y a une obligation de rembourser 50 ou plus du pass transport en commun, mais si le salarié est en voiture, il n'y a pas de remboursement, obligatoire, donc quelque part, ça n'est pas le budget de l'entreprise, donc c'est en dehors, des clous, de l'employeur. Il y a aussi des obligations, réglementaires, dans le milieu du travail, pas comme, la GEPP, donc gestion des emplois et parcours professionnels, mais aussi des entretiens professionnels et en fait, ces 2 obligations-là n'abordent pas du tout le prix du pétrole, par exemple, n'est pas un risque pris en compte dans la GEPP. Le temps de trajet, non plus, les embouteillages, les zones à faible émission, donc le fait que potentiellement plus pouvoir passer par le trajet, tout ça ne fait pas partie de la liste des risques à anticiper. Et dans les entretiens professionnels, il y a des questions obligatoires, notamment sur le besoin de formation, mais il n'y a pas de questions obligatoires sur, as-tu un projet de déménagement? Veux-tu changer de site? Il n'y a pas non plus la question sur ça fait le lien avec, Marc, es-tu dans une situation d'aidance? On a un programme maintenant, voilà, donc la question n'étant pas posée, souvent les salariés ne le disent pas spontanément parce qu'ils ne veulent pas, être, discriminés, hein, pourquoi pas, ou peut-être ils n'osent pas, je vais vous en parler, juste après. Donc pourquoi est-ce que les employés eux-mêmes ne sont pas moteurs à dire, «C'est pas logique, j'ai été embauché sur, voilà, quand j'étais au chômage, on m'a proposé d'intégrer le Lidl, à 25 kilomètres de chez moi, mais en fait moi, j'ai un Lidl à 5 kilomètres de chez moi». Pourquoi est-ce que, ils ne réclament pas? Donc déjà, et je le vois vraiment chez nos clients et on travaille pour Auchan, Lidl, Point P, Carrefour, les crèches Petits Chaperons Rouges, et d'autres, des collectivités, et dans le BTP aussi et donc vraiment concrètement, les employés de terrain, en magasin, en crèche et cetera, ne connaissent pas forcément les RH. Ils sont vraiment loin, du siège. Il y a une déconnexion aussi, une difficulté à aller sur l'intranet. Et surtout, je trouve que le point le plus important, qu'on a constaté, c'est qu'ils n'osent pas demander de faveur parce qu'ils savent au fond d'eux qu'ils ont été absents. Ils sont fatigués, ils sont régulièrement absents. Le chiffre qui est sorti, récemment de l'étude Aiming, c'est qu'il y a 25 jours d'absence par salarié par an, enfin 24,5 par salarié par an en France en moyenne, donc en plus des congés payés, hein. Donc mettez-vous à la place d'un salarié, fatigué qui a un long trajet, qui est du coup souvent absent parce qu'il y a une corrélation avec la fatigue. Et bien en fait, ils n'osent pas demander de mobilité parce que c'est vu comme une faveur et ils se disent: «Bah voilà, ils vont pas vouloir parce que, ils vont regarder mon dossier et ils vont se dire que, je suis pas, un élément, impeccable avec un 0 absentéisme». Et d'autre part, et j'ai ajouté ça pour ce webinaire, en écoutant Marc, c'est qu'ils n'osent pas dire non plus qu'ils sont aidants pour ne pas être discriminés dans leur progression de carrière. Désolée, j'ai oublié un petit S. C'est qu'effectivement, le fait de dire qu'on est aidant,
Ça peut être très positif quand il y a un programme mis en place typiquement par Help You, avec une vraie volonté de l'employeur d'accompagner. Mais quand ça n'est pas le cas, le salarié se dit: «Si je le dis, ils vont potentiellement pas me proposer de progression», en se disant: «Bah non, lui il peut pas parce que, il a telle ou telle obligation». Hem